Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui faire un petit point lecture spécial contemporain et classique. Donc restez avec moi si vous aimez ça. Prenez-vous un petit café. Même si j'ai déjà posté mes avis sur Instagram concernant les lectures, les 5 lectures que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais tout de même vous en parler en vidéo. Comme ça fait un petit récapitulatif. Et il y en a certaines qui font déjà partie du challenge Mars au féminin, où il faut lire essentiellement des autrices, mais aussi des livres qui parlent de femmes fortes, voilà, ou de destin de femmes, voilà. Donc on va commencer tout de suite, sans plus tarder, comme ça la vidéo durera pas 100 000 ans. Et je vais commencer par vous présenter ce bébé, qui est Mariana Enriquez, Notre part de nuit, que j'ai lu en lecture commune avec certains de mes comparses, dont je vais vous mettre ici les pseudos Instagram. Nous avons lu ce livre en lecture commune parce que c'est un gros pavé, qu'il rebutait certains. Il y avait que Jérôme qui avait une grosse hype pour le lire et donc on s'est lancé tous ensemble. Et quelle bonne idée de l'avoir lu tous ensemble, ça nous a donné de l'entrain, etc. pour le lire. C'est un roman effectivement d'une autrice contemporaine, c'est une journaliste d'origine argentine qui a publié ce roman, qui a fait vraiment grand bruit depuis sa parution. Et nous avons tous beaucoup aimé ce roman, même si effectivement de par sa longueur, il y a eu quelques éléments de flottement, et donc je vais vous en parler tout de suite. Suite à la mort de la maman du petit Gaspard, le père emmène cet enfant loin d'une secte qui s'appelle, je crois, l'Ordre, qui veut absolument s'emparer de cet enfant. La maman est décédée dans des circonstances plus qu'étranges, et les deux vont partir en road trip dans une Argentine en proie à la dictature. Heureusement, ils ont de l'argent de côté, mais le père veut absolument mettre cet enfant à l'abri parce que cet enfant a des pouvoirs de médium, qui sont très convoités. Et voilà, qu'il hérite de son papa, hein, puisque le papa qui s'appelle, je crois, Juan, a les mêmes. Et du coup, voilà, ils vont partir comme ça en road trip, on va partir avec eux et on est très très vite pris d'affect avec ces deux personnages principaux, Gaspard et son père. Gaspard tout simplement parce que c'est un enfant unique, c'est un enfant pas comme les autres, c'est un enfant qui a une grande sensibilité, qui a un talent particulier, il y a une grosse part de l'occulte hein, dès le début du roman, hein, dans cette histoire, donc on découvre ses talents de médium, il y a des histoires d'apparitions, etc., d'invocations, donc il y a des scènes qui sont assez horrifiques, voire même gore. Et d'un autre côté, on s'attache aussi au père, puisque le père a une maladie du cœur, et cette maladie rend son existence extrêmement fragile, extrêmement délicate. Ça scelle énormément les liens entre les deux personnages, et même si y a un certain comportement de la part du père que l'on ne comprend pas, qui nous a vraiment mis comme ça... voilà, qui nous a fait poser plein de questions, on s'interrogeait, on voulait en savoir plus, et malgré tout, on s'attache énormément au personnage. Après, il y a un moment de flottement dans le roman, on l'a tous ressenti. Pour ma part, c'était lorsque l'on s'est retrouvé avec le chapitre qui concerne la mère, puisque on revient dans les années 60, 50-60, avec la maman, et on va comprendre un petit peu dans quelles circonstances Gaspard est venu au monde. On comprend un petit peu plus... voilà, tout ce qu'il y a autour de la famille, notamment, de l'ordre. En fait, chaque chapitre a vraiment sa raison d'être pour le dénouement final, même s'il peut y avoir certaines longueurs. On se demande pourquoi il y a tant de développement autour des liens d'amitié, des liens familiaux, voilà, de toute cette famille, en fait, et du voisinage. Mais en réalité, il y a une véritable raison à cela. Et c'est vrai que l'autrice, à travers ces chapitres un peu longuets, nous entraîne vers un dénouement final que j'ai beaucoup aimé, et qu'on a tous aimé d'ailleurs. Donc je vous conseille ce livre 1 million de fois parce que pour l'écriture, pour le côté ovni du roman, pour le côté très horrifique, le côté ésotérique, c'est un roman que je prenais un énorme plaisir à lire vraiment le soir, à la nuit tombée, avant de me coucher. C'est une ambiance toute particulière et pour cela je vous le conseille 1 million de fois. Cette autrice est journaliste. Elle a déjà écrit un recueil de nouvelles et j'espère qu'elle n'en est qu'à son premier roman ici parce que j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'elle a d'autre à nous proposer. Une écriture poignante, saisissante, avec pas mal de narration. Mine de rien, malgré l'épaisseur, ça se lit bien. Il faut rentrer dedans, mais ça se lit bien. Et en tout cas, elle nous entraîne comme ça vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'inédit. On est un peu comme un Stephen King. On sait pas réellement où l'autrice veut nous emmener. On sait qu'elle prend son temps. On sait qu'elle développe la personnalité des personnages.
personnage, mais voilà, on sait pas exactement où est-ce qu'elle veut nous emmener pendant un moment, elle nous déroute un petit peu, et c'est ça aussi que j'ai énormément aimé avec Notre part de nuit, donc je vous le conseille 1 million de fois, c'était une excellente lecture. Si vous êtes un petit peu rebuté par son épaisseur, son poids, vous pouvez l'acheter en livre de poche lorsqu'il sortira. En tout cas, un gros succès littéraire, et je comprends pourquoi, et nous comprenons pourquoi, avec nos amis voilà, de la lecture commune, on était vraiment en train de beaucoup discuter autour de ce roman, et c'était... voilà, on a tous été vraiment interpellés, interloqués à certains moments. Ouais, c'était passionnant, et vraiment je vous invite à le lire si vous aimez les grosses sagas familiales, mais un peu sur un fond obscur, sur un fond d'occulte, ça peut vraiment vous plaire. Le roman suivant est la preuve que Franck Buys ne cesse de me surprendre. Cet auteur français, il est juste incroyable, je le connaissais déjà, hein, il écrit plutôt des romans noirs ruraux, puisque je l'ai découvert avec Glaise. Mais ici, dans Né d'aucune femme, une fois de plus, il m'a complètement surprise. Je m'attendais à ce que Franck parle, en fait, dans une œuvre autobiographique de sa mère, et en fait, pas du tout. D'ailleurs, je voulais caser ce roman dans le mois mars au féminin. Je sais pas si on le peut. Je suppose que oui, puisqu'il va s'agir du destin d'une femme quand même. Et dans cette histoire, Franck Buys nous raconte l'histoire d'un prêtre qui tombe sur des carnets. En fait, on le prévient. Hein, il tombe sur des carnets en fait sous les jupons d'une défunte qu'il part bénir à l'hôpital psychiatrique. Et il va découvrir donc la teneur de ces carnets. Ces carnets ont appartenu à Rose. Rose, une jeune femme de 14 ans, une jeune fille, hein, qui est arrachée à sa famille. Elle est vendue par son père, parce que le papa ne s'en sort plus financièrement, il a 4 filles et il n'arrive pas à faire tourner la baraque. Donc il vend la petite Rose à un homme contre une bourse, hein, une somme d'argent, et Rose va se retrouver esclave de ce manoir, avec une forge, et dans ce manoir, donc il y a l'homme qui l'a racheté, il y a la mère de cet homme, et il y a aussi l'épouse qui souffre d'un mal et qui est toujours enfermée là-haut dans la chambre. Donc Rose se retrouve à faire la cuisine, et puis petit à petit, on sombre dans ce qu'il y a de plus sordide dans l'être humain. On est pris d'un affect avec la petite Rose, je vous dis même pas. En fait, ce roman, j'ai eu du mal à le lâcher. Je crois que je l'ai lu en quasiment d'une traite, enfin quelque chose à peu de choses près. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai dévoré ce roman. Je trouve que la plume de Franck Buys est absolument, elle est toute en contraste parce que elle est très poétique. Elle raconte vraiment tout ce qu'il y a de plus sordide, mais avec tellement de douceur, de finesse, de poésie, de respect envers les personnages, puisqu'il y a Rose, mais il n'y a pas que Rose comme personnage, elle rencontre aussi des personnes qui sont très touchantes, et c'est un roman qui parle voilà, de la condition de la femme, qui parle des rapports humains, d'amour, d'amitié, des occasions manquées, des occasions ratées aussi. Il y a elle parle de courage, il y a des personnages qui sont plus ou moins courageux, voilà, et ce destin de Rose, mais vous avez qu'une envie, c'est de savoir ce qui va lui arriver par la suite, parce que le pire arrive assez rapidement, au bout d'une centaine de pages, vous faites ah ouais quand même. Voilà, on rentre tout de suite dans l'histoire, l'écriture est fluide, elle est simple, elle est poétique, voilà. Je vous conseille 1 million de fois Né d'aucune femme, mais je comprends totalement les avis complètement dithyrambiques qu'il a. C'est un auteur vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas encore Franck Buys, mais jetez-vous sur Né d'aucune femme parce que c'est une histoire qui est très simple, par laquelle en fait commencer, par laquelle rentrer dans l'œuvre de l'auteur, et pour moi ça a été une excellente lecture, peut-être même un coup de cœur. Voilà, je laisse un peu mûrir encore, mais je crois que cette histoire va me rester en tout cas en mémoire très longtemps. Bon, vous voyez, il y a quand même que du très lourd dans ce point lecture, et on va continuer. Parce que le roman suivant m'a complètement retourné également, et il s'agit de Éric Emmanuel Schmitt avec Paradis perdu, qui est le tome 1 de la traversée des temps. Cette gigantesque saga que Éric Emmanuel Schmitt s'est attelé à écrire en, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça. Bref, c'est un travail colossal. Il veut réécrire l'histoire de l'humanité, et il s'inspire du personnage de Noam, que je vais volontairement dans ce point lecture dénommé Noam, pour ne rien spoiler. Noam se réveille dans une grotte à l'époque contemporaine, et il tombe sur un groupe de visiteurs, hein, comme vous et moi, qui sommes en train de visiter la grotte. Il se relève, il marche, il découvre notre territoire, notre pays,
Et il se remémore, il met sur papier, d'ailleurs on se demande comment il sait écrire, il met sur papier en fait son histoire depuis le début, depuis les origines, aussi loin qu'il se souvienne dans sa mémoire. Noam est né au néolithique, juste avant le déluge, il est fils de chef, et il raconte ses aventures, en particulier sa romance, qui prend une place assez prépondérante dans ce tome 1, sa romance avec Noura, qui est une femme qu'il croise à l'occasion, une fille de chef aussi. Elle fait partie du clan des chasseurs. Lui, il est plutôt dans un groupe qui commence à se sédentariser. On n'est pas encore à l'époque de l'agriculture, hein. On est encore à l'époque où les humains commencent à s'organiser un petit peu en tribus, mais lui, il est plutôt du côté sédentarisé. Il tombe sur cette femme, il en tombe éperdument amoureux. Pourquoi ? Parce que elle a de la conversation, elle lui tient tête, elle a des opinions politiques, etc. Il est absolument amoureux d'elle. Mais Noam a déjà une femme. Donc il va se frotter un petit peu à son père, et de là va partir un petit peu l'aventure. Noam va faire une vraie rupture avec sa tribu, mais c'est beaucoup plus dense que ça, c'est beaucoup plus riche que ça. On découvre ce personnage qui est absolument fascinant. La jeune femme aussi, Nora, j'ai eu un petit peu du mal avec elle au début et heureusement Gwen est venue me consoler et me réconcilier un petit peu avec ce personnage en m'expliquant que c'est normal qu'elle soit comme ça. Et on a échangé autour de ce roman parce que il nous a complètement retourné. Eric Emmanuel Schmitt a une écriture très simple, très addictif, très grand public. En même temps, ici, c'est un livre qui reprend vraiment la jeunesse de l'humanité. On est à l'époque du déluge. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer ce qui va se passer. Il y a des personnages très attachants qui apparaissent dès la deuxième partie du roman. Qui vont beaucoup aider Noam dans son périple. Et rien que pour ça, vraiment, je vous conseille ce roman, c'est une pépite. Il est sorti chez Albin Michel, le tome 2 est déjà sorti, je l'ai en ma possession, et nous sommes calés la lecture du tome 2 avec Gwen très prochainement, je pense au mois d'avril. Et pour ma part, écoutez, pour moi, c'est un must-have. C'est un roman à avoir absolument, à lire absolument. J'espère que le tome 2 sera aussi bon. J'en ai eu des retours un petit peu plus mitigés, donc j'espère que moi en tout cas il va me plaire et que je pourrai vous faire un bon retour. En attendant, écoutez, Paradis perdu pour moi c'est une claque. C'est une fois de plus et Eric Emmanuel Schmitt arrive à me surprendre avec son écriture. C'est pas moi qui suis vraiment spécialiste de l'auteur, c'est plus Gwen. Et elle m'a dit il sait tout faire cet auteur, etc. Moi je l'avais lu que avec Oscar et la Dame Rose qui m'avait bouleversée, mais dont l'écriture est très simple. C'est un roman qui fait à peine 100 pages. C'est pratiquement une nouvelle et avec une écriture très un peu laconique comme ça, très contemporaine, très c'était hyper basique. Et là on est dans une écriture beaucoup plus élaborée, beaucoup plus poétique, avec pas mal de descriptions, mais on se prend vraiment d'empathie avec les personnages, avec l'histoire et ça déroule tout seul quoi. Ça déroule tout seul. On l'a lu en moins de 5 jours. On a adoré et j'espère lire la suite tout bientôt. Et je vous le conseille 1 million de fois. Voilà, vraiment 3 lectures là excellentes. Le roman suivant m'a bouleversée, mais sur un point de vue beaucoup plus personnel. On est sur une thématique un petit peu plus pointue, donc je sais pas s'il est aussi facile de le recommander que les autres. Néanmoins, je vous le conseille 1 million de fois, il s'agit de Face Again avec la discrétion, ici chez Pocket. Je remercie infiniment la jeune fille qui me l'a offert parce que c'est un roman que j'ai dévoré en une soirée, et alors quelle surprise, dès la première page, de me retrouver exactement dans le quartier, à l'intersection où j'ai grandi, à Aubervilliers. Comment vous dire, c'est un roman donc sur l'immigration, avec Yamina qui a 70 ans, qui vit toujours à Aubervilliers, avec son mari, ses enfants sont en âge de travailler, mais elle est toujours au quartier. Elle y a ses repères, ses habitudes, néanmoins elle est seule, elle a toujours vécu seule. Elle a sacrifié toute sa vie pour élever ses enfants, pour faire manger, pour nourrir sa famille, en tout cas pour leur faire à manger, pendant que le père travaille sur les chantiers. Mais un parallèle avec ma vie, avec ma famille, qui est très fort, puisque on est tous les deux issus de l'immigration. Yamina, elle en a vu des choses, hein. Elle a vu la guerre,
Elle a été mariée de force à un homme qu'elle n'aimait pas forcément, qu'elle a appris à aimer avec le temps, à force. Et c'est un roman sur une famille, tout simplement, avec des chapitres alternés, hein, chacun a un droit à la parole. Mais c'est justement de parole qu'il s'agit ici, dans ce roman, puisque Faizagen évoque ces difficultés de ces familles-là, issues de l'immigration, à parler, à crier la rage, à évoquer en fait toute la souffrance qu'ils ont d'avoir été ainsi déracinés, de ne pas avoir forcément la liberté de parler, de s'exprimer, de dire quelle est leur propre identité. Et d'ailleurs, quelle est leur propre identité? Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Tous les personnages là-dedans sont un petit peu à la recherche d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est fort, en fait, c'est de se dire, oui, jusqu'à quel point, en fait, le fait d'arriver dans un nouveau pays, de perdre en fait sa culture, parce qu'on sait à quel point la culture algérienne, c'est une culture qui est tournée vers la famille, qui est très communautaire, etc., même encore plus que ma propre culture. Et c'est des familles qui sont, en arrivant en France, qui sont déracinées, qui ont aussi un peu la rage contre la France. On parle quand même d'une famille algérienne. Donc dans ce roman, c'est un roman qui a suscité énormément d'émotions en moi. Et même si c'est une thématique qui ne vous parle pas forcément, la banlieue, l'immigration, et ben rien que pour tous ces destins de ces personnes-là, c'est un roman qui vaut le coup d'être lu. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'Elisabeth Révol, cette alpiniste, avec son petit roman Vivre. Elisabeth Révol, c'est clairement pas une écrivaine, et pourtant, lorsqu'elle raconte comment elle a perdu son coéquipier dans l'ascension du Nanga Parbat, je vous ai dit, c'est parmi mes meilleures lectures de l'année 2021, parce que c'est un livre qui est pas forcément très bien écrit, mais alors les émotions que j'ai eues en le lisant sont décuplées, sont ultimes. Et c'est pareil ici avec Faizagen, même si elle est romancière, et elle arrive à faire de temps en temps des phrases choc, des phrases coup de poing, où on fait waouh, on fait ah ouais quand même. Par exemple, elle dit Yamina est née dans un cri. Alors pourquoi se taire aujourd'hui tel dans le silence? Voilà, c'est ce type de phrases là en fait qui sont des phrases vraiment, des phrases coup de poing. Et j'ai adoré ce livre. Je pense que je ne le rangerai pas. C'est un livre que je relirai lorsque j'aurai besoin de retrouver un petit peu mes racines, de me remémorer qui je suis. C'est un livre que je prêterai, mais que je récupérerai auprès de la personne avec le couteau sous la gorge, parce que c'est un livre auquel je tiens aujourd'hui et je remercie infiniment la jeune fille qui me l'a envoyé dans le cadre d'un petit club de lecture dont je fais partie. C'est un livre qui aborde énormément de choses. Voilà, l'assimilation à une nouvelle culture, etc. La question d'identité. La dernière image, les vacances, là, à la piscine, ça m'a touchée, mais j'en ai pleuré de cette scène-là. J'en ai pleuré. Quand j'ai vu Yamina heureuse, j'en ai pleuré. Et c'est pour ça que je vous conseille ce roman, parce que ça se lit bien. C'est l'autrice de Kiff Kiff Demain, si vous le saviez pas. Et je vous conseille 1 million de fois la lecture de ce roman, parce que ça a été pour moi une lecture vraiment coup de poing et très forte et qui me rappelle d'où je viens. Et la dernière œuvre que je vais vous présenter, c'est Alcool d'Apollinaire, la seule œuvre classique ici de ce point lecture. Alors normalement j'aurais dû être touchée par les poèmes dans ce point lecture, et finalement c'est peut-être l'ouvrage qui m'a le moins émue. C'est d'ailleurs étonnant. Mais en tout cas, Guillaume Apollinaire, je rêvais vraiment de lire ce recueil, Alcool, qui est très très célèbre, qu'on étudie déjà dès le lycée, me semble-t-il, et je voulais découvrir un petit peu plus qui était Guillaume Apollinaire. Et donc je me suis jetée sur cette collection chez Flammarion qui rajoute, en plus du texte du recueil de poèmes, des repères historiques sur la vie de l'auteur. Donc on a vraiment toute la biographie de l'auteur avec des repères historiques pour le remettre un petit peu dans son contexte juridique, social et artistique de son époque, et ça c'est important. On a une préface qui nous raconte un petit peu sa vie, et puis à la fin un questionnaire, des sujets de bac proposés pour niveau lycée en fait, donc tout un dossier en fait pour comprendre un petit peu plus, aller approfondir un petit peu la lecture de ces poèmes. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé ce recueil de poèmes, mais j'ai été un petit peu moins touchée, peut-être parce que je venais de lire quelques romans
très forts, qui m'ont vraiment touchée. Et du coup, là, ouais, j'ai trouvé quelques poèmes assez sympathiques, notamment La Loreley, ou encore L'Ermite, qui est un poème que j'ai adoré. En tout cas, Guillaume Apollinaire, c'est un personnage très important de son époque. Voilà, il a fricoté avec le surréalisme. Il a fait partie beaucoup du milieu artistique, notamment c'était un grand ami de Pablo Picasso. Il a promu aussi Robert Delaunay. Donc voilà, c'est un personnage qu'il faut connaître dans son contexte. Et je trouve que cette œuvre-là est vraiment formidable pour le resituer dans son contexte historique, pour en découvrir un petit peu plus sur sa vie et comprendre du coup le contexte de ses poèmes. D'ailleurs, c'est un grand innovateur dans le milieu de la poésie, puisque ses poèmes ne ressemblent à aucun autre. Il y a vraiment une alternance entre prose et schéma beaucoup plus classique, poétique. Il y a des jeux de sonorité qui sont assez importants. Il joue avec les mots. Ses poèmes sont assez érudits. Il fait souvent référence à la Grèce antique, notamment, ce qui lui a été un petit peu reproché aussi. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez des notes en bas de page pour vous expliquer les mots difficiles et certaines thématiques notamment à laquelle il pourrait se référer. Donc vous avez vraiment toutes les clés en main pour comprendre les poèmes et puis pour vous plonger dedans. Je vous conseille donc ce recueil si vous vous intéressez à Apollinaire. Je pense que c'est ce recueil-là qu'il faut avoir. Et puis pour ma part, bah écoutez, ça m'a plu, mais c'est pas l'œuvre qui m'a le plus touchée à côté des autres lectures que j'ai pu avoir et dont je vous ai parlé dans ce point lecture. Pour ma part, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous abandonner ici. Vraiment 4 pratiquement coup de cœur, je sais pas, des super lectures dans ce point lecture. Je vous recommande énormément la lecture de tous ces romans que j'ai découverts ici. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Si vous voulez des informations supplémentaires, si vous avez des questions ou que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je vous répondrai toujours. Et puis pour ma part, bah écoutez, je vous abandonne et je vous retrouve très prochainement dans un nouveau point lecture avec grand plaisir. Ciao.